Bonjour, je suis Julie Guertin et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens, le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Pour ce 49e épisode, je suis ravie d'accueillir Aude qui est maroquinière. C'est vraiment un bonheur de pouvoir mettre en lumière ce métier qui est vraiment magique. Pour moi, il représente l'amour du travail bien fait, la minutie, la qualité des matières premières, mais aussi l'importance de prendre le temps, avoir conscience qu'une belle pièce, elle peut pas se faire en 10 secondes. Qu'il faut appréhender aussi cette matière et qu'il faut s'adapter à elle parce que c'est une matière vivante. C'est aussi tout un sujet, je trouve, de relocalisation de notre savoir-faire en France, de création d'emplois, de revitalisation de certaines régions en souffrance, de redynamisation aussi, parfois, de certaines filières de matières premières notamment. Aude s'est reconvertie à 45 ans, mais quel bonheur de constater qu'on a la flamme, le courage, l'envie de se mettre au bord du précipice à toutes les étapes de notre vie. Tout ça pour retrouver effectivement un métier qui est concret, dont on voit le résultat physiquement après des jours de confection minutieux. Ce métier, il exige énormément de patience, de minutie, de rigueur et aussi d'humilité, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre les techniques et d'améliorer notre savoir-faire. Mais en contrepartie, quelle fierté d'apporter autant de plaisir aux gens qui vont porter nos créations. Bref, stoppez tout ce que vous êtes en train de faire, rentrez avec moi dans l'atelier de Aude et venez toucher la matière et entendre la machine de surpiquage. Un grand merci Aude pour tout ton temps et ta petite flamme très contagieuse. Et surtout, la rengaine habituelle, si l'épisode te plaît, surtout, n'oublie pas le commentaire sur la plateforme de podcast de type Spotify, Apple, YouTube, pour ne citer que. Et puis bien sûr, n'oublie pas que le bouche à oreille, c'est le premier levier pour nous faire connaître. Parle de nous, de cet épisode à tous ceux qui, comme toi, sont des curieux de la vie et adorent découvrir des gens différents. Et invite-les à venir constater avec nous que la diversité qui nous entoure, elle est plutôt canon. Allez, c'est parti. Bonjour Aude. Bonjour Julie. Je suis ravie vraiment de te rencontrer et puis pouvoir t'interroger sur ton métier de maroquinière que je viens de vérifier à l'instant. Je vous raconterai après pourquoi, puisque je pensais que c'était cellier maroquinier, mais il y a une nuance, et ça prouve que j'ai pas mal de trucs à découvrir. Moi, je suis très contente de mettre en lumière ce métier parce que je trouve qu'il est, pour plein de raisons, super beau et je pense qu'on l'évoquera tout au long de l'interview. Et je voulais te dire aussi que je trouvais que ton profil, moi, il m'avait particulièrement intéressée parce que tu as 2 autres armes qui ont pas mal aiguisé ma curiosité et je voudrais vraiment qu'on en rediscute. C'est le fait que dans ton parcours, tu aies vécu une reconversion, en fait, à un âge, au bout de 20 ans, je crois, de boulot. Et tu faisais un métier qui avait rien à voir avec la choucroute. Voilà. Rien à voir. On en reparlera aussi après. Mais ça, je trouve ça super intéressant. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour changer et il n'y a pas non plus de métier affinitaire. Enfin, voilà. Donc ça, je trouve ça super bien. Et puis en plus, ce qui m'a intéressée, c'est que au-delà de changer de métier, tu vois, de te reconvertir, c'est que tu as aussi entrepris une autre aventure entrepreneuriale. Parce que tu aurais pu choisir de faire ton métier dans une boîte, mais tu as choisi de le faire à ton compte. Donc forcément, c'est d'autres questionnements, d'autres dimensions à ton boulot. Donc ça, voilà, tout ça m'a fait dire que tu étais la bonne personne à interviewer sur ce métier. Écoute. J'espère. ça te met pas du tout la pression. Non. Non, pas du tout. Bon, avant de démarrer, moi, je voulais juste faire un petit coucou et remercier Valérie Arnoux qui, en fait, nous a mis en relation. Elle est directrice de la communication, en fait, de l'école. Alors, j'espère que je vais bien prononcer ISIPCA, la fabrique. Donc, c'est l'école par laquelle tu es passée, toi, par laquelle tu as été formée. Exactement, ouais. Voilà. C'est là que j'ai été formée. Et c'est elle qui a permis notre rencontre. Donc, voilà, je voulais juste lui faire un petit coucou avant de démarrer. Bon, on va démarrer très cool, parce que ma première question, c'est de repartir un peu en arrière et que tu nous décrives un peu la Aude enfant. C'est en arrière loin, alors. Ouais, ça va, tranquille. C'est à une échelle humaine, pas du tout. Oui. Mais voilà, petite, quel était ton caractère, quel était le métier que tu rêvais de faire, tu vois, est-ce qu'il y avait déjà des petits signaux, quoi? Pas vraiment, en fait. J'ai été dans une famille où effectivement
le manuel, c'était pas quelque chose qui était très, très important ou dont on parlait. J'avais pas des parents qui m'emmenaient tous les week-ends au musée ou qui m'ont fait découvrir plein de choses. Donc, plutôt des parents cadres où il fallait faire des études, etc. Alors après, à côté de ça, moi, je me rappelle que ma grand-mère m'emmenait dans le mercredi après-midi, faire des loisirs créatifs. Je me rappelle avoir fait de la peinture sur soie, des choses complètement, voilà. Donc, oui, j'ai souvenir, toute petite, avoir fait des petits travaux manuels, mais pas d'avoir baigné, en tout cas, dans un univers artistique fort, du tout. Donc voilà, et effectivement, ça m'a pas vraiment traversé l'esprit de pratiquer ce métier avant très 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 tard. Ouais, parce que donc là, si on fait un passage un peu accéléré, du coup, tu fais des études de quoi? De commerce? Voilà, une école de commerce. Je fais une prépa HEC, enfin on appelait ça comme ça à l'époque, une prépa HEC. Je passe les concours, je rentre dans une école de commerce. Au départ, je voulais faire finance, donc tu vois, rien de très... Très artistique, hein? Voilà. Bon, assez rapidement, je me rends compte que ça va pas forcément être pour moi et que le marketing, ça va être certainement plus funky au quotidien, voilà. Donc, je me spécialise plutôt dans le marketing. Et voilà. Et puis, en sortant de là, je me dis même pas que je vais aller dans un secteur d'activité qui va me ressembler ou quoi, ou qu'est-ce. Enfin, tu vois, c'est assez étonnant. J'aime bien parce que tu me racontes ça, on a l'impression que tu es en train de réaliser, mais c'est vrai, mais à ce point-là, quand même. Ouais, non, mais c'est vrai que c'était pas très sexy. Tu vois, le premier stage que j'ai fait, c'était je le dis, hein, c'est enfin la marque, c'était chez Coffee Noga. Donc, tu vois, en termes de sexitude, Non. il y a quand même plus. Et assez rapidement, je me spécialise plus ou moins dans le marketing direct. Et voilà. Et à aucun moment, ça m'a vraiment traversé l'esprit de me dire que j'allais faire carrière à un moment donné dans autre chose. Pour moi, c'était tracé. Voilà, il fallait que j'ai un métier installé, gagner de l'argent, Puis avoir. finalement, dans tous les métiers possibles, en sortant d'une école de commerce, finalement, le marketing, c'est comme, il est pas mal. Enfin, je te dis tout ça parce que j'ai Voilà. fait la même démarche. Donc, moi, Ouais. je me suis dit, tiens, école de commerce, bon, clairement pas finance, ça va pas le faire, c'est pas possible. Bon, Ouais. marketing, ça a l'air un peu plus ludique, tiens. Plus ludique, voilà, oui. Et puis c'est surtout qu'effectivement, à la sortie du bac, pas comme plein de jeunes, en fait, je savais pas vraiment. Donc en fait, je suis allée là un peu en me disant qu'il y avait une ouverture, enfin une opportunité après de choisir un métier de plus tard, en fait. Ouais. J'étais pas enfermée sur un métier dès le début de mes études, en fait. Donc voilà, donc effectivement, rien à voir en tout cas avec la maroquinerie jusque-là. Ouais, donc tu t'embarques, je crois que tu bosses 20 ans, hein, quand même, donc tu as une carrière dans le marketing direct, entre Ouais, autres. plus de 20 ans Voilà, même. ouais, Ouais, plus de un 20 peu ans. plus de 20 ans. Et du coup, par le plus grand des hasards, je finis par travailler dans l'édition. Donc, bon, c'est quand même un secteur d'activité qui est plaisant. Voilà, la lecture, les livres, l'édition, c'est plutôt sympa. Et effectivement, je commence comme chef de produit et puis petit à petit, je commence à prendre des responsabilités, la responsabilité plutôt marketing d'une équipe, puis d'un secteur d'activité, puis après la fidélisation. Donc, tu vois, je travaille sur des secteurs, ce qu'on appelle le CRM, donc c'est à quel client on envoie telle offre, etc. Donc c'était assez technique, pas très ludique en tout cas. Mais bon, au moins dans un secteur d'activité. Franchement, je me suis bien amusée pendant ces 20 ans, je me suis épanouie, voilà. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai commencé un peu à me fatiguer et puis à m'enfermer finalement dans un secteur qui était un petit peu en perte de vitesse. Mais ça m'a duré bien 5 ans avant Ouais. que je me décide, tu vois. Donc il y a eu quand même un temps de... Ça s'est pas fait comme ça sur un... Et pendant ce temps-là, pendant que tu cogitais, du coup, enfin, non, c'est même pas cogiter, je pense que c'est une prise de conscience, en fait, de se Une dire, prise de ouais, conscience, ouais. tiens, tout d'un coup, c'est un peu une voie sans issue, ce truc-là, là. Donc, les portes commencent à se fermer. OK. Quelle démarche t'as entamée, tu vois? Eh ben, le premier vrai déclic dans tout ça,
ça n'a rien à voir avec la maroquinerie, mais c'est pas si éloigné dans la démarche. C'est que j'ai commencé à prendre des cours de céramique et de poterie. Il y a 15 ans maintenant, à peu près de ça. Au départ, je le faisais vraiment pour m'amuser. Puis, au fil des années, etc., j'ai vraiment pris plaisir à vraiment m'investir. Et puis, à un moment donné, avec une amie, on a commencé à avoir la possibilité de faire des choses, soit pour les vendre ou soit pour sous-traiter, enfin, des gens qui nous sous-traitaient des pièces à faire. Et puis un jour, elle m'a dit, mais Aude, tu t'ennuies dans ton travail. Elle était intermittente du spectacle. Elle m'a dit, on arrête, on se lance, on passe notre CAP et on fait ça. Et bon, ça m'a un peu perturbée. Je me suis dit, ah non, mais quand même, je suis pas prête à tout lâcher, etc. Et elle l'a fait. Et elle s'est lancée, elle a passé son CAP. Donc ça a été le premier déclic. Je me suis dit, mais en fait, ça existe, les gens qui lâchent tout et qui recommencent. Et ça a été le premier déclic. Donc effectivement, pourquoi je suis pas partie dans la céramique, c'est vraiment pour d'autres raisons, mais en tout cas, ça aurait pu. Et puis, forcément, ça trottait dans ma tête. Et un jour, j'ai lu un article sur des reconversions et il y avait une jeune fille qui parlait de son métier de maroquinière chez Hermès. Et là, je me suis dit, waouh, ça a l'air trop, trop, trop bien. Et à la fin de l'article, il disait, voilà, au Carreau du Temple à Paris, on va présenter les métiers d'art d'Hermès, venez nous rencontrer. Et du coup, ça a démarré comme ça. Je suis allée directement au stand maroquinerie et j'ai regardé cette fille travailler. Et là, tu sais, c'est coup de foudre du métier, quoi. Je l'ai regardée travailler et je me suis dit, mais ça a l'air tellement beau, tellement passionnant. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire en fait. Et voilà, et ça a commencé comme ça. Attends, et alors, parce que, ok, tu peux flasher sur quelque chose, mais de là à te dire, ok, j'abandonne une carrière, un boulot, une stabilité, etc., sans avoir manié, tu vois. Autant la céramique, tu aurais pu te dire, au bout de 15 ans, je vois bien que ça va m'ennuyer, tu vois, parce que tu as appréhendé la vérité, quoi, la réalité. Mais là, tu t'as pas eu peur d'être dans le fantasme? Un petit peu quand même, et puis je me suis dit, je vais quand même faire un stage pour voir quand même si mes mains arrivent au moins à faire le truc, tu vois, parce que après c'est aussi, enfin voilà, est-ce qu'on peut être doué entre guillemets avec ses mains, hein, vu que je te confirme, tout le monde ne l'est pas. C'est ça. Et du coup, j'ai fait un stage et je me suis dit, ouais, non, ça me plaît, ça me plaît vraiment. Alors là, t'étais encore en poste ou pas? Ouais, j'étais encore en poste et j'ai fait un stage pendant mes vacances. Et là, je me suis dit, ok, je fais une demande de FONGECIF, je croise les doigts, j'en parle à personne et on verra bien. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Et du coup, j'ai obtenu mon FONGECIF. La société m'a dit, ok, c'est comme ça, vas-y, essaye, etc. Et je suis rentrée. Du coup, j'ai passé les tests à la fabrique. Et puis, trop contente d'avoir été prise du coup après, quoi. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier? Tu vois, à ce moment-là, est-ce que tu as réussi à décortiquer ce coup de foudre, en fait? C'est un métier manuel, mais enfin, tu vois, qui demande une gestuelle. C'est comme un art, en fait. Ce serait presque comme quelqu'un qui apprend la musique, tu vois. Il y a quelque chose à savoir. Il faut savoir tenir les outils de la bonne façon. C'est pas quelque chose, tu vois, que tu peux faire comme ça à la légère, en fait. J'avais vraiment l'impression de travailler un métier artisan au sens artisan du terme. Je comprends tout à fait. Oui, mais il y en a plein d'autres de métiers comme ça. Tu vois, par exemple, il y a la céramique, mais tu peux être luthier. Bon, il faut peut-être être bon en musique, mais tu peux être... qu'est-ce que tu peux faire? Oui, il y a plein de métiers. Tous les métiers artisans le sont d'ailleurs, voilà, à leur manière. Ouais. Ouais. Le travail de la matière, c'est clair que ça, tu vois, le lien avec la céramique, le matériau est vivant malgré tout, tu vois. Enfin, c'est quelque chose qui bouge, qui va évoluer de la manière dont tu le travailles, etc. Donc ça, c'est totalement vrai sur la maroquinerie. Et puis c'est vrai que faire des sacs quand on est une fille, c'est top, non? Non mais alors c'était ma question suivante, c'était est-ce que déjà tu étais dans une logique de maroquinerie pour faire des sacs et donc Non, j'étais pas dans cette projection-là à ce moment-là en fait. Ouais. J'étais vraiment dans la projection plus perso de
de réalisation, en fait. Après, il y a pire que de fabriquer des sacs Hermès, tu vois, dans cette projection-là. C'est clair que si tu commences à effectivement y réfléchir, c'est pas trop compliqué, quoi. Bah, c'est pas très Et, grave, si tu veux, même si c'est pas toi qui les as créés, c'est... et je trouve quand même vachement intéressant tout ce passage où tu es entre deux, tu vois, où tu te poses des questions, ce petit moment où tu vas sauter, tu vois, de la falaise. Ouais, sauter le pas, ouais. Ouais, quels étaient tous tes freins, toutes tes barrières que toi tu te fixais ou que d'autres, ton entourage potentiellement, enfin tu vois, plus ou moins proche, pouvaient te mettre, te confronter, tu vois. Ouais. Et comment tu as réussi à les lever, tu vois, tous ces freins? Indéniablement, il y a la partie financière qui rentre en compte, c'est clair. Mais à ce moment-là de la vie, en tout cas, je me disais, enfin, j'avais la possibilité de le faire, en tout cas, avec mon mari. Et du coup, ça a été un projet familial, clairement. Enfin, je veux dire, mon mari et même mes enfants étaient partie prenante dans le sens où, voilà, on en a discuté et on savait que, voilà, bah, financièrement, il y aurait moins de revenus à la maison. Mais que voilà, c'était un choix de vie qu'on faisait à ce moment-là et on était tous partie prenante. D'ailleurs, les enfants, c'est vrai que les enfants, bah, comme j'avais 45 ans quand j'ai changé, donc les enfants étaient grands. Et bon, moi, c'était aussi une façon aussi pas de me reconstruire, c'est un mot peut-être trop important, mais en tout cas, c'était le bon moment. Ils avaient fait, ils étaient plutôt en passe à leur propre autonomie, à prendre leur envol. Et je pense que moi, j'avais besoin de faire quelque chose pour moi à ce moment-là, en fait. Mais sinon, les autres freins, oui, bah forcément, il y a toujours des avis hyper. Enfin, globalement, globalement, les gens étaient plutôt hyper enthousiastes et presque, c'est pas jaloux, mais presque, ah ouais, ah, t'arrives à le faire, mais je rêverais tellement de le faire aussi, quoi. Bah vas-y, fais-le. Oui, Mais bon, envieux de que toi t'aies ce courage-là, en fait, c'est ça? ouais, voilà, de repartir à zéro. Mais bon, ceci étant, à ce moment-là, en tout cas, j'avais eu l'impression que j'avais fait un gros travail sur moi, de recommencer à zéro, pas d'abnégation, mais de se dire, OK, j'avais une équipe à gérer, même si j'avais pas 50 personnes sous ma responsabilité, mais j'avais quand même une équipe à gérer de 5 personnes, j'avais quand même des responsabilités, etc. Et de se dire, OK, je redémarre à zéro, ça veut dire que je suis étudiante, mais après, je suis ouvrière. Enfin, je démarre de rien, quoi. Il faut être humble sur le fait que bah, c'est des métiers sur le long terme, donc tu commences à zéro. Enfin, même en sortant du CAP, tu sais pas grand-chose, enfin. Donc voilà. Mais ça, c'est plus difficile qu'on ne le croit. Ouais, je veux bien croire. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, genre, je le fais, je vais arriver sur le marché entre guillemets, j'aurai 46, est-ce que, Non, ça, j'ai pas est-ce pensé à que, ça. j'aurais pas assez d'années finalement, pour y arriver, quoi? Non. Enfin, il y a un moment donné, Enfin, moi, j'ai plus trop pensé, si tu veux. J'y suis allée et je me suis dit, si tu réfléchis trop, Tu tu trouveras toujours des bonnes finiras, raisons, quoi. ouais, de pas aller au bout du truc, quoi. Et puis c'est vrai que moi ma boîte marchait pas, donc c'était aussi, enfin j'aurais été dans une boîte qui cartonnait où j'avais encore un avenir, peut-être que je serais restée plus longtemps, mais là c'était pas le cas, donc j'ai eu l'impression, en tout cas pour moi c'était le bon moment. Voilà. OK. Bon alors du coup tu arrives dans l'école, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu y as appris? Combien de temps ça a duré, tout ça, Ça a duré 1 an et écoute honnêtement, ça a été franchement une année topissime pour moi, quoi. Le luxe de reprendre ses études à cet âge-là et de le faire pour soi et juste le bonheur d'apprendre sans se dire on n'a pas de patron sur des échéances à tenir ou sur des résultats à obtenir, etc. Tout ce que tu fais, tu le fais pour toi et pour juste te faire plaisir et apprendre. Donc, c'est quand même juste une année de dingue, quoi, tu vois. Donc, j'ai eu l'impression de profiter à mort de cette année et voilà. Et franchement, c'est une de mes meilleures années de ma vie, en tout cas, hein, tu vois. Puis c'est vrai qu'en plus, si tu veux, tu te laisses le temps, en fait, de savoir ce que tu veux faire, etc. Et enfin, vers la fin de l'année, forcément, il y a des échéances qui tombent, mais globalement, c'est une année où tu te laisses porter. Donc,
t'as pas de contraintes, t'as pas d'échéance, t'as pas de voilà, Et justement, le fait que tu n'aies pas de contraintes, est-ce que tu as senti que c'était vraiment, du coup, une formidable opportunité de faire jaillir plein de trucs de créativité, d'exploration? J'ai l'impression que justement, quand tu t'offres cette parenthèse un peu, ouais, c'est le cas ou pas? Je pense qu'en tout cas, on était tous et c'est assez vrai, enfin, je pense qu'on était 13 dans la classe, 13 à avoir été pris, avec des parcours complètement différents, avec, des profils différents, des âges différents et tous autant qu'on est, on a f on moi, j'ai l'impression qu'on a vécu cette année avec enthousiasme et on avait envie d'apprendre, on avait envie de voilà, quand on avait une pièce et que, en gros, c'était la fin du cours, on était tous: «Ah mais non, on veut terminer». On était un peu fiers, tu vois, comme des gosses à repartir avec nos pièces sous le bras quand elles étaient terminées, et cetera. Donc ou déçus parce qu'on n'avait pas fait comme on aurait souhaité faire, et cetera. Mais l'enjeu, il n'était pas plus important que celui-là, que d'apprendre et de maîtriser, des techniques, tu vois? On savait qu'en plus, c'était qu'une échéance, un CAP, c'est une toute petite, partie de la formation de ce métier-là, donc Ouais. Et justement, tu y apprends quoi concrètement pendant cette année-là? Il y a du théorique et du pratique, tu vois? Qu'est-ce que il y a un petit peu de théorique, hein, mais assez peu. C'est plus, sur, la compréhension, en fait, d'un modèle et comment il est, décomposé. On t'apprend, effectivement à lire, un process de création, de sac, et de savoir le fabriquer et de suivre les étapes, les unes après les autres. Et puis on t'apprend quand même les techniques, enfin globalement, c'est surtout, de la pratique. On t'apprend les techniques de montage. Donc on commence au départ avec, tu vois, des petits porte-clés pompons et puis après ça évolue vers des besaces, des sacs un peu plus complexes. Et voilà, et donc on t'apprend, alors peut-être pas toutes les techniques, parce qu'une année, on ne suffit pas, en tout cas, à apprendre toutes les techniques, mais on t'apprend les techniques. Et donc, justement, de sellerie, maroquinerie. Tu on en parles, arrive à la nuance. voilà, à la nuance. Donc, sellerie, parce qu'en fait, on dit sellerie pour tout ce qui est couture main. Voilà, donc c'est que la couture, en fait. Il y a des techniques de montage qui sont propres à la sellerie. On peut pas faire en pratique, on fait pas toutes les techniques de montage sur de la sellerie parce que toutes les coutures sont faites à la main. Donc, c'est fait à la main avec, je sais pas si tu as eu déjà l'occasion de regarder, avec une grande pince à coudre où on coince le produit dans la pince et puis, en fait, on coud avec deux aiguilles et une alène. Non, ça, j'ai pas vu. Voilà, OK. voilà. Bah, écoute, à l'occasion, faut que tu regardes, c'est assez intéressant. Et la maroquinerie, ce serait plus ce qu'est, tu vois, la couture avec une machine à coudre, puisque tout est fait à la, à la machine à coudre et c'est des techniques de montage qui ressemblent plus à la couture en quelque sorte, en fait. Ouais, ouais, sauf que la matière est différente et un peu plus épaisse, qu'on va dire. Ouais, voilà. Sauf que ce sont des machines spéciales, c'est pas les mêmes, mais voilà, OK, c'est OK. ça la différence. Bon et donc tu finis, tu es diplômée du CAP, là, tu es lancée dans le grand bain, c'est ça? Ouais. Tu te dis quoi à ce moment-là? Je pense que enfin, ton objectif, si je me souviens bien, c'est quand même c'était d'être salariée, quoi, enfin d'aller apprendre dans une Ouais, maison, hein? OK. exactement. Et chez Hermès, toujours, hein. Sauf qu'ils n'ont pas voulu de moi. Ah ah zut! Déception, c'est ça? Ouais, alors grosse déception, mais en plus, j'ai même pas eu le droit de passer les tests pratiques. Je pense que mon profil, leur faisait peur, enfin, j'en sais rien. Eux seuls le savent, moi je le sais pas. Mais effectivement, ils n'ont pas sélectionné mon dossier. Peut-être que le fait d'avoir eu, des responsabilités avant, ça leur a Mmh. ils savent que voilà, ce sont des formations, quand ils embauchent quelqu'un, on sait qu'ils investissent sur de longues années avant que la personne soit, efficace et autonome et qu'elle réalise les produits dans le temps imparti. Je le sais parce que j'ai une amie qui est là-bas et qui, au bout de 2 ans, est toujours pas, tu vois, dans les clous des donc c'est des formations qui peuvent durer 3, 4 ans, enfin voilà. Je crois que de mémoire, il disait qu'il fallait compter 5 ans avant qu'une personne soit vraiment, efficiente, on va dire. Donc voilà, bon, du coup, ça, c'est pas fait, mais Louis Vuitton a bien voulu de moi. Ce qui est plutôt pas mal quand même, c'est une grande maison,
en C'est une maroquinerie. grande maison. Ouais. Ouais, c'est une grande maison. Et du coup, j'y suis allée avec plaisir. Mais sauf que c'était pour faire des malles. Donc voilà. Donc écoute, me voilà partie pour Louis Vuitton pendant 1 an pour faire des malles. Donc comme maletière. Donc tu es chez Louis Vuitton. Je comprends effectivement que comme c'est dans la partie malle, ça t'intéresse peut-être moins par rapport à ce que tu voulais faire, ce sur quoi tu t'étais Ouais. projeté. Je me laisse quand même le temps de voir et c'est de toute façon, ils proposent des contrats de 6 mois, 2 contrats, nécessairement 2. C'est pas une question de. Ils considèrent que tu as 6 premiers mois pour voir si le métier peut convenir, si tu fais voilà. Et puis en général, ils te font changer assez souvent de service pour voir comment tu te comportes ton équipe, etc. Si tu te plais, etc. Et voilà, et effectivement, je me suis dit, au bout des 6 mois, ça vaut le coup quand même de persévérer, de voir ce qu'il en est, etc. Mais c'est vrai que maltier, ça n'a rien à voir comme métier. Pour ceux, en tout cas, qui peuvent s'interroger, c'est vrai que maltier, c'est un métier assez physique, où on travaille finalement assez peu le cuir, enfin un petit peu. Et puis, il y a toute une partie très technique où tu dois planter des clous, Ouais. tu dois... tu vois, sur les vieilles malles, tu as des coins comme ça, on appelle ça des losines, tu as les losines à placer, etc. Donc, quand tu as une malle qui fait à peu près 2 mètres par 1 mètre que tu dois manipuler, etc., c'est pas du tout la même chose que de travailler un cuir souple sur un sac tu vois, on est sur du carré, on va dire, alors que le sac, Et plus de rondeur, quoi. il y a plus de rondeur. Donc, rien à voir. Et puis, effectivement, à la fin de l'année, il me proposait un CDD, un CDI. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que tu prennes ta décision. Soit tu y vas, soit tu y vas pas. Et je me suis dit, je me suis rappelé pourquoi j'avais fait toutes ces démarches, en fait. Et je me suis dit, tu as changé de métier, tu as changé de vie pour être plus heureuse, pour faire un métier passion, etc. Et si tu veux, j'ai eu peur de m'enfermer par confort, encore une fois, de me dire, OK, tu choisis de signer un CDI avec Louis Vuitton juste parce que tu as un boulot et c'est confortable, etc. Et je me suis dit, non, tu vas pas retomber dans le travers Ouais, c'est ça, d'un du confort, mais qui va finalement un peu te décevoir au bout coûter d'un à un moment, moment quoi. donné. Ouais, ok. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je suis partie. Ok. Et donc là, tu te dis directement, feu, je crée ma propre structure, etc., mon propre atelier. Ouais. Je me dis, à ce moment-là, finalement, tu n'arriveras à t'épanouir que effectivement si tu reprends la main entre guillemets sur ta vie professionnelle et le seul moyen dans ce métier-là, c'est de créer sa société. Ouais, ouais, ok. Tu vas jusqu'au bout de ta démarche, quoi. N'oublie pas les Je vais objectifs que tu jusqu'au t'étais bout. fixés. Ouais. Ouais, je me suis dit, tu as quand même tout balancer pour vivre un métier passion, donc va au bout du truc, quoi. Ouais, mais il y a un truc que je voulais te demander justement, parce que tu peux avoir l'amour de la matière, l'amour de l'artisanat, etc., mais c'est pas pour autant que tu peux être attiré par le design des modèles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui. C'est encore une étape supplémentaire, tu vois, de te dire, moi, je vais imaginer les modèles. Je trouve que c'est encore autre chose. Ça, bizarrement, tu vois, dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui me faisait le moins peur. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ben Ouais. pourquoi? Je sais pas, j'avais l'impression que j'étais tout à fait à même de concevoir une ligne de produits, etc. Alors que au fond, j'ai fait des erreurs. Pourtant, j'avais fait une école de commerce, etc. Tu vois. Mais bon, je savais quand même qu'il fallait que j'ai une ligne éditoriale forte, il fallait que j'ai une identité, un ADN reconnaissable. Il y a une telle multitude de maroquiniers sur le marché que de toute Bien façon, sûr. il faut, à un moment donné, faut sortir du lot, etc. Mais bon, en tout cas, oui, c'était la partie qui me faisait le moins peur. Ouais, et Ouais. alors ça c'est intéressant. Et alors justement, tu dis effectivement que c'est un marché où il y a beaucoup de monde. Enfin, donc, Ouais.
comment tu as construit justement cette réflexion autour de ton identité, de tes valeurs dont tu parles, hein, quand on arrive sur ton Ouais. site? Est-ce que tu veux justement nous présenter un peu ce qui fait, ton positionnement ou ta différence? Ouais. Le fait est que comme je fabrique tout aujourd'hui, moi-même, l'idée est effectivement de produire en petite série Mmh. ou en modèle unique. L'ADN de la marque, effectivement, c'est de proposer, des petites séries et d'être au plus près du client, de proposer quelque chose qui ressemble le plus au client. Parce que le client peut personnaliser, son sac, il peut choisir son cuir, il peut éventuellement choisir ses accessoires, et cetera. Et puis, aujourd'hui, on est tous d'accord que de toute façon, il faut essayer d'avoir une logique de plus en plus éco-responsable. Alors, c'est vrai que les gens méconnaissent le sujet parce que sur le cuir, souvent, il y en a qui vont dire: «Ah mais non, on n'utilise pas du cuir», et cetera. Mais aujourd'hui, il y a des manières d'être, responsable, en tout cas sur la filière du cuir, parce que justement toutes les grandes maisons produisent et jusqu'alors le cuir qui restait, il était soit détruit pour éviter que, des marchés étrangers comme en Chine, Voilà, pour la on re on contrefaçon. re voilà. Et sauf que bon, à un moment donné, si tu veux, tu peux pas détruire du cuir comme ça qui a été, fabriqué. C'était une ineptie en soi. Et donc maintenant, il y a des organismes, enfin des sociétés en fait qui rachètent le cuir, hein, et qui le revendent. Et donc on appelle ça en fait, le stock dormant, des grandes maisons ou des fournisseurs associés. Et moi, c'est ce que je fais. Je rachète donc ce cuir-là en fait. Et du coup, ça me permet d'avoir accès à des super belles peaux qui sont déjà fabriquées. Donc moi, par exemple, dans ma démarche, je fabrique, pas de peau supplémentaire. Je n'achète que ce qui existe déjà. Alors après, il est clair que je produis en très petite quantité, donc en même temps, ça me va bien. J'ai pas besoin de produire 150 sacs en série, donc voilà. Et hem Et puisque tu et ne puis, crées pas, la matière première, enfin ça veut dire que tu bosses, un peu comme un cuisinier qui va au marché et qui prend les légumes de saison, tu ouais, vois? C'est-à-dire que tu ouais, dois bosser en exactement, fonction de ce que tu as de stock exactement, possible, quoi. Ça ouais. c'est une contrainte ou au contraire c'est un truc qui est encore plus stimulant? Alors, je pense que pour le client, c'est mieux dans le sens où, par exemple, tu vois, quand je fais un sac, si je peux en faire que 3, j'en fais que 3. Ouais, Donc, quand j'ai la possibilité de présenter les produits aux clients en direct, pas via le site, je leur dis: «Voilà, ce sac, il y en a 3. Donc, je vous mens pas, en tout cas dans cette couleur-là, il y en aura que 3. Et donc, les gens, ils ont l'impression d'avoir quelque chose qui leur appartient. Enfin, s'ils le bien sûr. choisissent, c'est presque un modèle unique en soi, tu vois? Après, pour moi, c'est peut-être plus compliqué au quotidien parce que ça veut dire qu'une peau, elle peut avoir un toucher, avoir un tu vas la travailler de manière différente si c'est du veau grainé, qui est très épais ou si c'est, un cuir, je sais pas, un cuir, un cuir de vachette plus dur, et cetera. Tu vas pas le travailler de la même façon. Donc à chaque fois, il faut appréhender la matière et le sac va pas vivre de la même façon. Donc c'est nous, en tant que maroquiniers, de s'adapter, aussi à la matière, tu vois? Et comme tu le fais pas sur 150 sacs, tu pas dans une logique où tu vas amortir ton temps, quoi, tu vois? Parce que Non. en gros, tu vas appréhender le truc, mais au bout de 3 sacs, tu dois passer à une autre matière, quoi. Bon, mais en même temps, pour toi, ça doit être super enrichissant parce que ça veut dire que là, en peu de temps, en peu de mois ou d'années, tu vas acquérir, du coup, une sacrée expertise, quoi, sur tout type de peau, quoi. C'est vrai que ça m'a permis de travailler, effectivement, des cuirs un petit peu exotiques, comme du python, des choses comme Oh ça. génial, le python. J'ai pu travailler, de la fourrure, enfin des quand je dis de la fourrure, c'est des peaux avec, des peaux lainées ou des choses comme ça que tu travailles pas du tout de la même manière qu'une police. Enfin donc non, non, c'est clair que pour moi, c'est super enrichissant et c'est ce qui fait effectivement, le côté, sympa du métier au quotidien, quoi, tu vois? Alors, est-ce que tu peux nous décrire justement, toutes les étapes, tu vois, de création d'un sac? Depuis le premier, je veux dire le moment où l'idée germe du modèle, tu vois? Ça Jusqu'à, tu commence souvent par un dessin. ouais, Tu vois? Où je vais, alors moi je suis pas forcément très bonne en dessin, mais un dessin et puis je vais commencer à mettre des dimensions pour imaginer un peu les volumes.
c'est un métier sur lequel, effectivement, il vaut mieux maîtriser un peu la mise en volume, enfin se projeter dans l'espace. Et donc, du coup, ce dessin. Et après, je vais le monter. Mais alors, je vais pas le monter en cuir. Je vais utiliser une espèce de... Alors non, excuse-moi, je vais beaucoup trop vite. Je vais faire ce qu'on appelle les gabarits. Donc, Genre les patrons. les patrons, comme en couture, on appelle ça un patronage. Et donc, je vais faire tous les gabarits. Donc, en maroquinerie, on travaille en double symétrie la plupart du temps. Donc, tout est vraiment en cordeau. C'est vrai que, contrairement à la couture, on ne s'accorde on Aucune marge s'accorde rien. d'erreur, quoi. Aucune marge d'erreur. Il faut que ce soit au millimètre près, quoi. Donc, d'où la double symétrie pour vraiment que ton gabarit soit le plus parfait possible. On fait des gabarits du produit fini, puis des gabarits de coupe. Donc, ça prend toutes les marges de couture, etc. Et ensuite, on peut découper sa matière. Moi, ce que je fais, en général, je vais jamais en direct comme ça sur du cuir. Je le fais dans un matériau qui imite un peu le cuir et qui est un espèce de coton non tissé. Et là, je fais la mise en volume. Bon, alors en général, j'en fais plusieurs. Avant d'arriver, j'enlève, je retire des centimètres à droite, à gauche, j'arrondis, voilà, etc. Ça peut être très long parce que en fait, à chaque fois, il faut refaire tous les gabarits et les gabarits, ça peut être très très long parce que tu changes 1 centimètre d'un côté, ça veut dire qu'il faut tout refaire la plupart du temps. Tu vois. Pour créer un sac, vraiment, moi, je compte pour la mise au point, il faut compter à peu près 1 mois. Ah bah justement, c'était ma question. D'accord. En plus du travail annexe, tu vois, moi, je me compte 1 mois à peu près de développement. Et donc, une fois que j'ai fait, que je suis, OK, je me dis, la forme est bien, j'y vais en cuir. Et en général, le premier, c'est un loupé. Donc déjà, tu prends pas le plus beau cuir que tu as, déjà, pour commencer. Voilà. Tu essayes de... Voilà. En général, c'est moi qui hérite de tous les sacs moches. Bon, il y a pire. Et voilà. Et puis après, bah, écoute... Et sinon, sur la partie plus sac, une fois que tu as fait la mise au point de ton produit, bah, y a la partie de la coupe. Tu coupes le cuir. Ensuite, il y a souvent une partie d'assemblage. Donc, ça veut dire que tu assembles les morceaux ensemble avec les coutures. Et puis, en général, il y a une partie donc finition. Et donc, les finitions prennent beaucoup de temps sur un sac. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais sur les bords des sacs de cuir, souvent, tu as une espèce de... Quoi, de surpiqûre, là? Enfin, c'est ça, non? Un truc, non? Ouais, des fois, t'as une espèce de pâte un peu comme caoutchouteuse qui protège le bord de tes sacs. Ah non, jamais fait gaffe à ça. Je vais regarder. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'asticage en fait. C'est une teinture que tu mets sur toutes les tranches de tes sacs pour les protéger. Alors ça dépend comment est fait ton sac. S'il est fait en sellerie, il a nécessairement ça parce que tous les sacs sont coupés. Enfin, le cuir est coupé à fleurs et donc il faut protéger et puis arranger en fait le fait que le cuir est coupé net comme ça. Et ça peut prendre quand même beaucoup de temps. Parce qu'il faut effectivement poser la teinture, il faut la lisser, il faut la reponcer, la relisser. Enfin, c'est des étapes très, très longues. Et ce qui fait que quand tu passes ton doigt sur le bord du sac, normalement, tu es censé sentir aucune aspérité. Tout doit être très, très lisse. Et c'est ce qui va protéger, en fait, le sac, en tout cas, en technique traditionnelle de sellerie maroquinerie. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et puis, la dernière étape, en général, ça s'appelle le bichonnage. Donc, c'est mignon, tu ça. bichonnes le sac. Ouais, hein, c'est mignon comme nom. Voilà, tu bichonnes le sac et tu lui fais une petite beauté. Ah mais genre quoi? Ça Voilà, veut dire quoi une petite beauté d'un sac? Attends, parce que j'essaye de me projeter. C'est que tu fais quoi? Tu l'amènes à un hammam? Bah, Tu fais quoi? tu vas par exemple lui enlever les traces de colle, tu vas bien le mettre en forme. Par exemple, si c'est un piqué retourné, que tu l'as retourné, bien le mouler pour qu'il soit bien en forme. Vérifier que tes coutures soient bien propres, vérifier les astiquages, etc. Enfin, voilà, ce genre de choses. Ça soulève une question là comme ça que je m'étais pas posée, mais on vit tous quand même dans un monde de dingue hyper speed. En marketing, on peut pas dire qu'on soit les plus calmes du monde aussi.
Comment ça s'est passé ce petit moment où en fait tu dois rester sur un modèle pendant un mois, tu vois, où chaque détail compte? Est-ce que tu étais minutieuse à la base ou c'est vraiment quelque chose que tu as découvert et que tu as développé? Je sais pas dire. Je pense surtout que quand tu sais que c'est le produit que toi tu sors Ouais, et OK. que tu as envie que ce soit irréprochable, t'as pas du tout. T'as tellement. Moi, le truc qui me fait le plus flipper de la terre, c'est qu'un client me retourne le produit en me disant non, C'est c'est pas pas possi bien ouais, fait. ouais, je Ah comprends. non, mais là, je serais mortifiée. Donc en fait, Oui, je comprends. Donc c'est vraiment le niveau d'engagement et de responsabilité que tu tu portes, mets quoi. dans ton produit Ouais, ouais, ouais. et tu te dis non, je peux pas. Voilà, Ouais. tu peux pas faire quelque chose de bâclé, c'est pas possible. Enfin, c'est la marque que t'engages et c'est tout le travail que tu as fait par ailleurs, donc c'est pas possible. Mmh mh. Alors je reviens à la toute première phase, tu dessines un modèle, bon bah super, enfin moi tu me demandes de dessiner un modèle, enfin vaut mieux pas, ne me prends jamais comme designer. Mais ça vient d'où les idées? C'est quoi tes sources d'inspiration? Voilà, comment tu te laisses un peu envahir quoi par les idées? Par les idées. Alors au tout début, honnêtement, j'ai un peu tâtonné, hein. Le premier modèle que j'ai dessiné, que j'ai monté, je l'ai jamais sorti. Il est dans les cartons, donc voilà. Parce qu'au départ, tu vois, tu réfléchis pas forcément. Tu te dis: «Je vais aller dans une zone de confort, je vais faire Oui. ça, machin et cetera» et puis en fait, quand moi j'ai créé la société, entre le moment où j'ai commencé, voilà et le moment où j'ai commercialisé, c'est passé quasiment, pas loin d'une année. Il s'est passé 10 mois, tu vois? Parce qu'il y a eu le covid qui est passé par là, en plus. Mais en même temps, c'est pas peu pour monter une société, monter, une marque, une collection, une identité, un site internet, une stratégie commerciale, enfin, c'est pas trop. Et du coup, ouais, au départ, franchement, j'étais partie sur des modèles, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Puis à un moment donné, je suis tombée sur, le modèle, le Coco, qui est un modèle souple, plissé, un peu rembourré et cetera Qui est un peu rond, et façon bonbon, hein, c'est un peu ça? rond, Ouais, ouais, un peu OK. comme un bonbon, ouais. Ouais. Et une fois que j'ai fait ce modèle, en fait, je me suis dit: «Mais ça va être ça l'identité de la marque. Enfin, ça va être ça le l'ADN de la marque, de faire des sacs en souple, qui jouent sur les fronts, qui jouent sur le côté rembourré, qui jouent sur le côté un peu doudou, un peu voilà». Et du coup, maintenant, quand je crée un sac, c'est bien, mais du coup, j'ai cette contrainte de perpétuer, tu vois, Cet ADN. l'ADN, voilà. Ouais. Et j'ai fait l'erreur d'ailleurs de proposer d'autres choses. Puis un jour, il y a une personne, il y a pas si longtemps que ça, parce que on reviendra dessus si tu veux, mais j'ai intégré, la caserne, hein, qui Oui, est, un nouveau lieu et j'ai l'incubateur, eu mais on la en possi reparlera après, ouais. ouais, voilà et j'ai une personne qui travaille dans la mode et qui travaille dans la maroquinerie depuis, très, très longtemps, qui nous a donné des conseils et en tout cas qui a regardé et nous a dit ce qu'elle pensait à peu près de notre marque et tout et la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit: «Mais il y a des intrus, Il y a des ovnis, il y a qu'est-ce qu'ils font il y là? a des produits qui n'ont rien à faire là, quoi». Et en fait, c'est vrai. En fait, à un moment donné, on veut se faire plaisir, mais on en oublie, bah, ce que doit être la marque et le positionnement de la marque. Mmh. Donc voilà, mais sinon, où est-ce que je cherche mes inspi? J'en sais vraiment rien en fait, je m'inspire de ce que je vois dans les magazines, je m'inspire de ce que je vois dans la rue, et puis surtout de ce que j'aurais moi envie de porter, Ouais, c'est ça, je je pense qu'il y crois. a aussi de ça, quoi et OK, OK. Forcément, c'est forcément quelque chose qui te ressemble, un petit peu à un moment donné, quoi. Et c'est un métier qui est quand même du coup physique par rapport à nos travaux de boulot et intellectuels. Tu utilises vachement tes mains. Alors OK, les mains, Oui, on les utilisait en tapant sur nos claviers les 10 000 mails par jour, mais c'est quand même pas la même, tu vois, dextérité, la non, même, c'est pas du tout pareil. tu mobilises pas ton Ouais. corps quand même de la même Ça manière, tu vois? ouais, bah, c'est physique forcément un petit peu plus, tu travailles plus debout. Ouais, c'est C'est ça. clair que Mmh. beaucoup d'opérations, manuelles sont faites debout. Par exemple, tu coupes pas du cuir assis. Moi, par exemple, la partie asticage, quand je lisse la teinture, je le fais assis. Il y en a qui le font debout, par exemple, il me semble de mémoire qu'on avait appris à le faire, plutôt debout. Moi, je le fais plutôt assise, mais Tu bon, triches, après on prend certaines libertés. tu seras dénoncé. Mais ouais, voilà, dénoncer. Mais sinon, oui, forcément, Ouais, ouais. tu fais des choses debout. Puis de toute façon, les tables, nos tables de travail sont très hautes. Je crois qu'elles sont à 95 centimètres du sol. Donc, Ouais, ouais.
en fait, tu es vite assise debout, en fait, tu vois, entre le tabouret et Tu disais tout à l'heure que en fait, les techniques, tu avais besoin enfin que finalement, au bout du CAP, au bout de l'année de CAP, tu avais pas fini d'apprendre et ça, je veux bien le croire. Finalement, je pense que tu apprends toute ta carrière. Mais une fois que tu es sortie du CAP, est-ce que, je sais pas, tu as un système de formation continue? Est-ce que tu as un système aussi de mentors, tu vois? De gens, tu vois, desquels tu t'approches? Alors peut-être qu'on va parler du coup de la caserne, justement? ouais. Bah, moi, sur le mentoring, j'en ai pas eu, mais c'est vrai que ça aurait pu. Ça m'a manqué au tout début, en fait, tu vois, le petit push de départ là pour me sentir légitime. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette part de, tu vois, où tu as l'impression d'être pas à ta place ou la situation de l'imposteur, tu vois. Le fameux. Mais moi, du coup, ce que j'avais fait, je le conseille pas forcément d'ailleurs. J'avais demandé à quelqu'un de m'aider à mettre au point mon premier produit. J'avais besoin qu'il y ait un regard extérieur, etc. Mais du coup, cette personne-là, je l'avais payée et après coup, je m'étais dit, bon, finalement, c'était pas là où enfin, je pense que c'était pas là où il fallait mettre son argent au début. Mais je pense qu'effectivement, il y a plein de gens qui sont capables d'accompagner, d'aider, etc. Et je pense qu'au début, c'est pas mal, hein, Mmh. juste les premiers mois pour se sentir un peu plus à l'aise, surtout quand on est seul. Moi, je sais que j'en ai vu d'autres démarrer, mais ils étaient deux. Donc, je pense que quand on est deux, on peut se concerter. Quand on est tout seul, c'est vrai que on a toujours besoin de confronter un peu ses idées, savoir si c'est bien, si on est sur la bonne route ou pas. Mais, Comment tu trouves, tes clients? Parce que, le truc, c'est que tu es indépendante, donc ça veut dire que tu fais toute la chaîne de valeur, hein, depuis l'idée jusqu'à, ouais. on ne parle même pas de l'administratif, mais surtout pour aller chercher les clients et ça, c'est compliqué. Donc comment tu te fais connaître? Par quels canaux tu vends tes produits? C'est vraiment le truc le plus compliqué, ça c'est sûr. Le plus compliqué dans le sens où tu n'imagines pas au départ quand tu commences, bon, voilà, tu te dis ah bah oui, il existe tel média, tel média, tel média, mais pour les avoir expérimentés, c'est pas toujours très très simple. Moi, au départ, je misais beaucoup sur les réseaux sociaux, comme beaucoup. Après, c'est vrai que c'est un engagement journalier que d'aller les chercher, de les gagner, Mmh. les followers. Donc ça, c'est compliqué. Surtout que moi, c'était pas mon univers, hein. Je m'y suis mise un peu par nécessité. Bon, maintenant, allez, on va presque dire que j'y prends du plaisir, mais c'est vrai que je suis pas la génération à me filmer, à me montrer, à prendre ma caméra et de Ouais. raconter ma vie le matin, etc. Mais voilà. Ouais, mais pourtant, c'est ce qui marche, même, et notamment sur des métiers comme les tiens où, tu Ouais, enfin, c'est le designer et c'est la personne qui fait le qui sac, fait le truc. qu'on a envie de Ouais. connaître, qu'on a envie de voir, quoi. Mmh. Ouais. En tout cas, donc les réseaux sociaux, effectivement, ça me permet de me faire, enfin, ça me permet quand même de me faire connaître. Et puis après, les pop-up, hein, c'est vrai que C'est bon, c'est les magasins à dont des tu parles? C'est les ouais, corners dans voilà, des c'est ça. magasins C'est en éphémères? gros, c'est des magasins éphémères Mmh. et tu loues l'espace de manière éphémère OK. et c'est aussi une manière de rencontrer des clients. Au départ, moi, je l'ai expérimenté au départ pour justement vérifier que ma clientèle était bien celle que j'avais imaginée. Mmh. Parce que OK. c'est vrai que quand tu fais une collection, tu te dis alors oui, bah, ma clientèle c'est tel, un tel, et donc je vais mettre tel prix pour me positionner par rapport à tel concurrent. Mais une fois que tu l'as mis sur le papier, ben faut quand même contrôler, tu vois, Bien sûr. que c'est bien la réalité, etc. Et puis aussi pour voir l'appétence de tes produits vis-à-vis des clients, hein. Il y a quand même, en termes d'apprentissage, c'est hyper enrichissant de voir comment ça Et cette réagit. part de la vente, tu dirais qu'elle prend combien de pourcentage de ton temps ou de ton énergie? Pas assez, pas assez. Je pense qu'elle pourrait prendre plus de part. Je pense qu'elle devrait prendre au moins 50% normalement, OK, tu vois? c'est beaucoup. C'est beaucoup, Ouais. mais je pense que voilà et je pense qu'elle en prend 25 aujourd'hui, tu vois? Ouais, ouais. Ouais, ouais, Ouais. mais probablement parce que, tu es encore en train aussi de poursuivre ton apprentissage du métier. Enfin, tu es beaucoup Ouais, j'imagine ton énergie est vachement concentrée sur la production.
Et le design? Sur la production, oui, là, par exemple, tu vois, la semaine prochaine, on va shooter les nouveaux produits. Tu vois, il y a toute la com, il y a tout le marketing, la mise à jour du site internet. J'essaye aussi de démarcher en parallèle maintenant un peu pour faire du wholesale, enfin vendre dans des magasins. Après, j'essaye de choisir très spécifiquement les magasins dans lesquels c'est pas du tout une stratégie pour moi, parce que la marge que je dégage est trop faible pour que ce soit intéressant. Mais j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, il faut que j'en passe par là pour Pour la notoriété, quoi. pour ma notoriété. Ça veut dire quoi? Donc Ça veut dire que tu te mettrais dans des magasins de fringues, par exemple, qui ont à peu près la ouais, même image que toi, ou on va dire en tout cas qui font rentrer dans leur magasin des gens qui sont dans ta typologie de clientèle, ouais, pour ouais. pouvoir leur présenter les sacs qui vont aller avec les tenues que les personnes vendent. Ok. Voilà, alors sachant que c'est pour l'instant une sélection très très réduite de boutiques, hein. Mais oui, à terme, ça peut être aussi un axe de développement. Ouais. Ok, ok. Est-ce que tu veux bien qu'on parle de l'incubateur et de ce que ça t'apporte? Ouais, Je trouve que c'est super ouais, intéressant cette aventure. ouais. Bah écoute, oui, je suis hyper ravie d'avoir intégré du coup la caserne. Alors on dit incubateur, mais en réalité c'est pas vraiment un incubateur au sens technique du Startup. terme. Eux, ils appellent ça plutôt un accélérateur de la mode responsable. L'idée D'accord. surtout, après c'est une question de mots, de wording comme on dit, mais l'idée c'est surtout de travailler avec d'autres marques de manière très très collective. Alors moi je découvre, j'y suis depuis 15 jours, donc je suis toute neuve, mais je découvre un peu la manière de fonctionner, je découvre un peu comment ça fonctionne, etc. Et donc moi j'ai intégré un programme de maroquinerie. Donc l'idée c'est qu'on ait une petite quinzaine de marques de maroquinerie et on doit. L'idée, c'est de créer, avoir des idées de manière très collective et de collaborer ensemble. Donc, on échange nos idées, on échange nos points de vue, on échange aussi notre expérience pour que l'autre puisse avancer. On peut faire du mentoring, justement, avec d'autres sur des besoins qu'on peut avoir et des compétences que nous-mêmes, on peut offrir. Donc ça, c'est plutôt hyper intéressant parce qu'il y a un programme maroquinerie, mais il y a aussi de la mode, enfin du textile, etc. Et donc, c'est un grand, grand collectif. Et il y a aussi des masterclass qui sont proposées. Donc, tu peux assister à des conférences et voilà. Et voilà, et tu as plein d'événements qui sont créés autour de tout ça, qui sont hyper intéressants et qui sont faits pour effectivement t'aider à avancer et à te promouvoir et à créer des événements qui peuvent être hyper intéressants. Ouais, c'est hyper stimulant parce que tu passes d'un moment où tu as beaucoup travaillé seul, j'imagine, dans ton atelier, à un Ouais, moment où tu travailles en collectif. Et puis j'imagine que c'est une façon aussi de créer un réseau aussi de personnes qui ouais, travaillent dans un peu le même complètement. univers, quoi. En tout cas, sur la partie Maro, on a toutes les mêmes. On rencontre tous les mêmes problématiques ou les mêmes obstacles, etc. Il y en a qui sont plus ou moins avancés, il y en a qui ont des stratégies différentes. Voilà, mais en tout cas, on peut avancer ensemble sur des problématiques communes et ça, c'est plutôt cool. Et puis, la caserne commence à avoir une petite notoriété. Donc, nous, ça nous permet aussi de démarcher auprès du grand public avec cette casquette où on ne se présente pas comme Atelier Farni, mais la caserne. Et la caserne, c'est aussi donc Atelier Farni et les autres. Ouais, du coup, c'est un peu une sorte de tremplin quand même aussi, quand même, y Ouais, compris de notoriété, quoi, et d'image. ouais. Ouais, Mm, ouais, mm. ok, je trouve ça super intéressant. Ce métier, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bouquin ou toi-même, tu vas acquérir de nouvelles compétences au fur et à mesure de ta carrière, etc. Est-ce qu'il y a une notion de transmission, tu vois, et pour toi, et est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te projettes en te disant, tiens, tout ce que je suis en train d'apprendre, j'aimerais à un moment donné passer le relais ou Le pas flambeau. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que par exemple, enfin, c'est des métiers où le stage, par exemple, est hyper important. Tu vois, enfin, alors je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup sollicitée et aujourd'hui, j'ai pas eu la possibilité de prendre d'alternance parce que c'est un engagement sur le long Bien terme. sûr.
Mais par exemple, j'ai pris des stagiaires, j'ai une autre stagiaire qui arrive lundi. Voilà, donc ça, c'est quelque chose, effectivement, je n'avais pas formalisé au départ, mais je me rends compte de l'importance voilà, d'être formé par ses pairs. Et puis, bon, c'est vrai que c'est des métiers que tu apprends en pratiquant. C'est ça. Donc oui, il y a forcément une notion de transmission qui est importante. Ouais. Bon, après, tu es peut-être encore au démarrage, donc tu n'es pas encore forcément à Non. 100% dans cette logique de transmission, mais je te réinterviewe Après, dans 3 ans et on en reparle. J'ai pris plaisir à travailler avec ma petite stagiaire, là. Enfin, ma petite stagiaire, elle a 30 ans, hein, mais non, c'était sympa. Après, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc. C'est vrai que, voilà. Yes, il y a du pour et du contre, ouais. Ouais, voilà. Bien sûr, il ne faut pas négliger l'énergie que tu dois donner, quoi. Ok. Et question à 2 balles d'un entretien de recrutement, mais non, mais tu t'imagines comment dans 10 ans? Oh là là. Comment je m'imagine dans 10 ans? Tu vois, là, la problématique que je connais aujourd'hui, c'est de savoir justement quel virage je veux prendre aujourd'hui. Ouais. Donc, est-ce que je veux continuer à fabriquer et à garder cette logique de petites structures, de faire des petites séries, etc. Ou est-ce que si la partie plus grand public fonctionne, comment je réagis et fatalement, je ne vais pas pouvoir, tu vois, pour te donner un ordre d'idée, je suis en mesure de faire à peu près vraiment grand max 7 sacs, gros sacs, on va dire, hein, qui prennent du temps, qui peuvent prendre un jour ou 2 par mois. Donc, il est clair que je peux pas faire 20 sacs toute seule, tu vois. Donc, ça, c'est je vais être obligée de super intéressant. Ouais. À sous-traiter, tu penses? C'est ça? Oui, d'accord, ok. Bah oui, sous-traiter et continuer à gérer, mais forcément, ton métier change. Tu fais les prototypes, tu fais la création, ça n'empêche pas, mais tu n'as plus les mains dans le cambouis. Donc après, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore pris ma décision de savoir ce que je voulais vraiment. Ah, intéressant comme cheminement. Oh là là, ça me donne bien envie de te réinterviewer quand tu auras pris la décision, parce que tu es parti sur un métier où ce qui t'a plu, c'est le travail de la matière. Et là, tu es pris dans l'engrenage de la création d'entreprise. Exactement, tu deviens un patron entrepreneur. Et ce qui est une aventure de dingue hein, aussi, mais intéressant. Ah, pas mal. Je comprends que tu cogites pas mal, quoi. Donc, forcément, mon cœur balance, tu vois. Je suis pas... Je sais pas. Ok. Bon, peut-être aussi que les choses se feront naturellement en fonction tu vois, le succès va t'amener à prendre les décisions de façon très naturelle, quoi, de toute façon. Oui, j'espère. Quelque part, on se souhaite du succès, mais il y a un moment donné, voilà. Tout seul, tu peux être couteau suisse, mais tu peux pas être... Ouais, bien sûr. Tu es limité parce que tu fais ça avec tes mains, et tes mains, t'en as que 2, quoi. Ouais, exactement. Ok, écoute, je te propose de passer à la conclusion de l'interview. Ouais. Aude, est-ce que tu as une anecdote drôle, insolite, émouvante, enfin bref, quelque chose qui t'a marqué dans le cadre de ton métier? Eh bien, écoute, je pensais qu'effectivement, tu vois, quand j'ai commencé quand je faisais mon ancien métier, quand tu disais tu fais quoi dans la vie, je suis responsable marketing, ok, bon, voilà, ça passionnait pas tellement les foules, etc. Et puis le premier jour où je suis rentrée à la fabrique, il y a TF1 qui est venu nous interviewer pour le journal de 20h pour c'était un sujet sur les formations vers des métiers manuels. Donc, ça nous a fait marrer, etc. Donc, on est passé à la télé. La première semaine où je vais chez Vuitton, là, c'est Loïc Prigent. Donc, c'est un journaliste spécialisé dans la mode que je conseille à tout le monde de suivre, qui est hyper drôle. Et sur les réseaux sociaux, et qui est venu interviewer les maltiers chez Louis Vuitton pour savoir comment était le métier, etc. Et là, non, c'est toi qui m'interviewe. Je me dis que ce métier est quand même vachement plus de c'est incroyable, sexitude.
hein, que responsable marketing. Moi, je peux te dire, on m'a jamais demandé quoi que ce soit. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis, parce que pour le vivre aussi, moi maintenant, je cherche même plus à dire que je suis responsable marketing. Ce que je dis, je fais, moi j'ai lancé un podcast, parce que je sais que c'est le seul truc qui va accrocher. Ça va faire Et parler, là, ça va d'un coup, accrocher. tout le monde se retourne en disant, ah bon, c'est sur quoi? Il s'appelle comment? Ah bon, mais comment tu trouves les invités? Gna, 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 gna. De ma vie, j'ai jamais eu autant de questions sur l'activité que j'ai de podcasteuse. Mais marketing, les gens ne réagissent pas. jamais, mais jamais. Et en même temps, moi, j'insiste pas plus que ça, parce qu'après, il y a toujours le fameux débat. Ah Oui. oui, vous manipulez pour faire acheter plus. Enfin, bon, bref, on évacue ce débat-là. Donc, mais c'est drôle que tu as le même ressenti que moi. C'est incroyable. Je pense qu'en fait, c'est trop impalpable, ce métier du marketing, pour que les gens Pour que les puissent... gens se formalisent, ouais. Et Ouais, ou puis qu'il y ait une bon. accroche, quoi, tu vois. Ça, je sais pas. Mm. C'est assez... Donc en tout cas, voilà, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, tiens. C'est pas mal quand même de commencer par un reportage sur TF1, quand même, hein, c'est pas mal. Ah oui, mais c'est marrant parce qu'il y a des gens qui ont appelé mes parents en disant, mais ta fille, elle a la télé. Oh, la classe. Donc c'est Bon. rigolo. Et alors, quelles sont tes joies et tes fiertés de l'exercer, ce métier? Les joies et les fiertés, c'est surtout de faire quelque chose de concret, quelque chose qui soit immédiat. Je pense que dans nos anciens métiers, dans mon ancien métier, c'est le fait de faire quelque chose. D'abord, on est plusieurs, mais voilà, il n'y a pas forcément d'immédiateté. Alors que là, oui, tu peux tout de suite savoir si C'est palpable. ce qui va en sortir, ce qui est palpable, etc. Et du coup, oui, c'est un métier qui rend fier parce que forcément, tu es fier d'avoir réalisé de tes propres mains quelque chose qui, en plus, pourrait accessoirement faire plaisir à quelqu'un. C'est ça. Tu vois? Oui, c'est la Et notion de donc, procurer une émotion aussi, quand même. Tu vois, ouais. Ouais, clairement, ouais, c'est quelque chose de plaisant. Enfin, on est quand même dans un métier qui procure du plaisir parce que s'acheter un sac, c'est avant tout se faire plaisir. Donc oui, la fierté de voir une cliente hyper contente en repartant avec son sac, forcément, ça fait plaisir. Et puis, le fait de concrétiser soi-même quelque chose, ouais, c'est top. Oui, à l'inverse, je dirais que les difficultés qu'il faut quand même tout de même pas négliger. Les difficultés, c'est effectivement que c'est un métier qui s'apprend sur le long terme, qui nécessite quand même beaucoup de pratique. Et effectivement, il y a les échecs et puis la remise en cause permanente de refaire des choses qui ont été ratées, etc. Donc ça, je dirais que c'est la partie la plus difficile. Et puis, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est quand même compliqué. C'est un mot qu'on entend vachement souvent en ce moment. C'est vrai que c'est pas. Mais bon, en même temps, c'est vrai, il faut savoir faire preuve de résilience, tu vois. Ouais. Il faut savoir rebondir à chaque fois parce que forcément, tu te prends forcément des claques. Tu te fais des plans et les plans n'aboutissent pas nécessairement. Voilà. Mais c'est vrai que ce mot est vrai. En tout cas, sur l'entrepreneuriat, je pense que c'est archi vrai. C'est très compliqué parce que on te demande en fait à la fois de savoir être agile et de rebondir et en même temps d'être hyper tenace sur des objectifs aussi parce que des fois, il ne faut pas lâcher. Ouais. Et donc, c'est compliqué de naviguer entre ces deux eaux, je trouve. Et puis bon, c'est vrai que, comme tu dis, il y a le métier de fabricant et le métier d'entrepreneur. Donc, couteau suisse, quoi. Ouais, c'est très complet, quoi. Selon toi, tu résumerais en quels mots les qualités en fait nécessaires pour être un bon ou une bonne maroquinière? Les qualités, je dirais que c'est effectivement l'exigence, tu vois. Le fait de ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, le fait de rendre un travail irréprochable, de savoir que voilà, on n'a pas le droit à l'erreur et il faut que ce soit. Enfin, pour moi, en tout cas, il faut que ce soit parfait. Alors, ça l'est pas forcément. Donc, des fois, tu prends sur toi. Voilà, mais en tout cas, la meilleure des qualités, effectivement, ce serait ça. D'accord, l'exigence. Ok. Quel conseil tu peux donner aussi à des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont en train de se poser des questions, se dire tiens, je vais y aller, je vais suivre ces formations ou je vais me reconvertir. Quel conseil tu peux Je leur pense donner? qu'il faut tester, il faut expérimenter, enfin, il faut essayer. Tu vois, il y a plein de moyens pour essayer. Moi, j'ai fait un stage, il existe plein d'endroits où on peut faire des stages.
ou même faire des petits cours du soir. De la même façon que moi, je faisais des cours de poterie, c'était le soir après le boulot. C'est le meilleur moyen de faire et de se dire, OK, je me projette là-dedans ou je me projette pas. Ouais, se pas confronter à la réalité, quoi. Ouais, je pense. Puis il faut pas fantasmer trop le truc, il faut le vivre et puis voir si... parce que c'est un métier qui demande de la répétition. Enfin voilà, c'est pas... moi, j'y prends du plaisir, mais un autre pourrait trouver ça très chiant. Donc il faut juste s'en assurer, en fait. Et pour le meilleur moyen, c'est quand même de tester. Et puis bon, ça reste un métier passion, donc si on n'a pas la petite flamme, la petite étincelle, faut pas y aller. Il faut avoir le fameux coup de foudre que tu as eu, toi. Sur ces métiers-là, franchement, je trouve que les portes sont souvent ouvertes. Enfin, les artisans ouvrent souvent leurs portes. Moi, j'ai jamais eu de refus. En tout cas, quand j'ai cherché moi-même, on m'a toujours accueilli très gentiment. On a répondu à mes questions. On a pu échanger. Ok. Donc d'aller vers les gens, quoi. D'aller vers les gens et puis encore une fois, de tester, de faire des stages. C'est quand même le meilleur moyen. En tout cas, moi, je sais que ces deux trucs-là ont été, à mon avis, primordial dans ma démarche de FONGICIF, et je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai obtenu, à mon avis. Ouais, bien sûr. Ok. Bon, si on veut te contacter, trouver tes produits, tout ça, comment on fait pour te trouver ? Eh bien, écoute, atelierfardy.com. Et puis, sinon, mon atelier, donc, qui est au 31 rue de Reuilly, dans le 12e à Paris. Je déménage bientôt, mais vous pouvez tout à fait me suivre sur mon Instagram et je ne manquerai pas, en tout cas, de vous tenir informé de mes prochains déménagements, mouvements. Voilà. Non, je suis ravie d'avoir prochainement un nouvel atelier, donc ça, c'est top. Et puis voilà. Ok. Alors, tu sais qu'avant de se quitter, je vais te demander de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Est-ce que tu as pu y réfléchir ? Ouais, écoute, je te propose d'aller à la découverte du métier d'historien. Ok, génial. Voilà. Mais c'est quoi comme... Attends, mais quoi ok. Bon, salut. Non, mais c'est-à-dire, historien de quoi ? T'as déjà un truc en tête ou pas ? Si tu veux, je peux te fermer encore plus le truc. Tu veux que je te le ferme ? Mais non, mais est-ce que toi, t'as un truc en tête ? Tu vois, est-ce que tu... Ouais, moi, je connais quelqu'un, mais voilà, qui a un profil qui a une connaissance que je connais pas. Et moi-même, en fait, je la connais par les réseaux sociaux. Elle m'a acheté un sac, etc. Ok. Et je trouve que son métier est assez incroyable. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait donc la journée, cette dame ? Alors, honnêtement... Parce qu'elle est historienne de l'art féministe. Ouais, merci de me fermer. Ah ouais, c'est hyper large. Non, mais je pense qu'ils doivent être une centaine à peu près à l'exercer, donc ça devrait être facile de trouver. Non, mais ok. Historienne. Et donc, je me suis dit, tiens, génial. Voilà, tu vois, qu'est-ce qu'elle... comment... Parce que moi-même, je ne sais pas comment se passe sa vie, son œuvre, donc ce sera l'occasion de découvrir. Mais c'est exactement... mais c'est pour ça que je lance le défi, c'est justement pour soit que tu as envie de valoriser une personne que tu connais, soit au contraire un métier, tu vois, qui t'intrigue. Et j'avoue qu'effectivement, je ne sais pas du tout ce qu'ils font. Et c'est quoi leur objectif, à quoi ils s'occupent dans la journée. Donc génial. Oui, voilà. Ça correspond au brief, tu coches toutes les cases, donc c'est nickel. Ok, et après, si tu as quand même une piste à me donner en termes de nom, et ça sera plus facile pour moi, si je veux répondre exactement historienne de l'art féministe, ça sera avec plaisir. Génial, Aude. Ça marche. Merci. Merci à toi. Merci pour tout. Vraiment, c'était canon. J'en sais un peu plus grâce à toi. Écoute, je te dis à très vite et puis je te tiens au courant. Merci beaucoup. Ouais. Ça roule. Au revoir. Au revoir, Aude. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura autant passionné que moi. Alors pour rentrer en contact et découvrir toute la collection de Aude, rendez-vous sur son compte Instagram Atelier Farny. Farny, ça s'écrit F-A-R-N-Y. Ou sur son site aussi, atelierfarny.com. Si tu veux donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité vraiment à ce super métier, n'oublie pas le commentaire sur Apple Podcast. Et puis surtout, s'il te plaît, fais du bruit. Parle-en à ton entourage, poste sur les réseaux sociaux. Si t'as un voisin, une tante, n'importe qui, journaliste,
touche-lui 2 mots au sujet du podcast, explique-lui le concept, etc. Je suis sûre qu'avec tes mots, si tu es motivé et si ça te plaît, tu trouveras forcément les bons arguments. Bref, s'il te plaît, aide-nous à faire voyager le podcast, ça sera super. À dans 15 jours pour la découverte d'un nouveau métier. Il va être aussi canon, je vous le promets, je l'enregistre demain matin. Et d'ici là, je vous souhaite vraiment à tous une super belle semaine. Voilà, à ciao!